Bonsoir à toutes et tous. Je suis Pierre-François, je suis le co-responsable de la chaire Paris qui organise cet événement. Et par ailleurs, je suis chercheur dans cette maison, donc c'est moi la puissance invitante, si je puis dire. Je vous remercie d'avoir été patient. Il y avait dans cette salle, il y a 15 minutes, les futurs commissaires de police qui planchaient sur un concours blanc. Donc voilà, c'était pour la bonne cause ou pour la mauvaise cause, je ne sais pas, je vous laisse choisir, selon vous aimez ou pas les flics ou l'armée. Je vais tout de suite donner la parole à Sylvestre qui va vous expliquer comment la discussion va s'organiser. Je voudrais remercier très chaleureusement les participants à la table ronde d'avoir accepté de se plier à cet exercice de réflexion collective et remercier également Sylvestre qui revient en quelque sorte sur les lieux du crime puisque c'était lui qui était à l'initiative de cette chaire. Donc merci beaucoup Sylvestre d'avoir accepté d'animer cette session et je te laisse présenter les participants à la table ronde. Merci beaucoup. Merci Pierre et merci à tous et bonsoir. Merci d'être venus à cette conférence inaugurale du 4e cycle maintenant de la chaire Paris. Donc effectivement, nous avions lancé ensemble en 2015 avec Pierre et qui depuis 2018 est porté par Pierre et Laurence qui est là au premier rang. Et vous venez de donner donc une nouvelle impulsion avec un nouvel axe de recherche pour les 3 prochaines années. Nouvel axe de recherche qui porte sur couverture et prévention des catastrophes. Alors ce soir, l'idée de cette table ronde, c'était de se concentrer sur l'une des composantes, l'un des types de catastrophes, à savoir les sujets climatiques. Les sujets climatiques, quelques ordres de grandeur avant de laisser se dérouler la discussion. Je vais prendre juste 2 exemples, les sécheresses et les inondations. Les sécheresses, au début des années 2000, c'était un coût d'à peu près un petit 400 millions d'euros par an sur le territoire national. Et si on prend les dernières années, on est plutôt à pas loin d'1,5 milliard. Autrement dit, ça a quadruplé. Quand on regarde les projections pour 2050, avec le changement climatique, on est encore à une hausse très significative. Ça devrait encore être au moins multiplié par 1,5, voire plus. Les inondations, premier poste de coût actuellement en termes de risque climatique. Eh bien, d'ici 2050, là aussi, on s'attend à de fortes hausses en raison du changement climatique avec plus qu'une multiplication par 2. Donc on voit que ce sont des sujets qui sont absolument en train d'exploser. Pour reprendre une métaphore dont la paternité appartient à quelqu'un qui se reconnaîtra, c'est un petit peu comme un volcan qui est sous la surface des flots. Et pendant longtemps, c'était un petit peu en dehors du radar. Alors ça faisait un certain nombre d'années que les assureurs voyaient les coûts des catastrophes climatiques augmenter, mais ça n'avait pas encore percé, on va dire, dans le débat public. Et puis depuis 2-3 ans, tous ces phénomènes, notamment celui des sécheresses, ou plus ponctuellement par exemple celui de la grêle, ont émergé et maintenant on ne peut plus les balayer d'un revers de manche. On est obligé de les prendre à bras-le-corps. On est obligé de les prendre à bras-le-corps et donc ils sont pris à bras-le-corps dans tout un ensemble de sphères. Notamment la sphère académique. Laurence avait écrit il y a déjà quelques années un papier sur le régime CatNat, son histoire longue, philosophique, politique, technique. Elle a écrit d'autres papiers sur des questions de fairness actuarielle vis-à-vis des catastrophes naturelles, par exemple. Donc le monde académique s'en est emparé. La sphère politique également, avec de plus en plus de rapports qui sont commandés, qui sont produits par les pouvoirs publics. L'un des plus récents, qui a fait pas mal parler de lui, c'est le rapport Langreney, qui date du début d'année, et qui a d'ailleurs déjà commencé à engrener, puisqu'il commence à se mettre en place, et à, Édouard va nous en parler, produire potentiellement des conséquences dans les années qui viennent. Donc, sphère académique, sphère politique, et puis la sphère des praticiens, et notamment des assureurs. Les assureurs qui sont à la fois le creuset de tout un ensemble de contraintes qui maintenant prend une ampleur nouvelle, qui sont une courroie de transmission et un levier d'action pour les politiques publiques, et puis qui sont eux-mêmes des acteurs qui modèlent le cadre dans lequel chacun joue.
Et donc, pour en parler ce soir, à l'initiative de Laurence et Pierre, 3 praticiens que vous avez devant vous. Je vais vous les présenter brièvement. Donc, Nathalie Broutel, qui est DG de BPCE Yard. Alors, BPCE Yard, Assurance IARD, tout à fait. Et si on prend l'entièreté du parcours, tout à fait. Si on prend l'entièreté du parcours, donc tu as travaillé pratiquement toute ta carrière au sein du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Pendant 20 ans, tu as été directrice générale des assurances de personnes de ce groupe et depuis 8 ans, directrice générale des assurances non-vie. À sa droite pour nous, et donc gauche pour vous, Blaise Bourgeois. Donc Blaise qui est un pur produit, si on pourrait dire, de l'assurance canal historique capitaliste, entre guillemets, en ayant parcouru les 3 grands groupes canoniques de cette famille. 10 ans chez AXA, 10 ans chez Allianz, et puis depuis 10 mois chez Generali, comme membre du COMEX et directeur technique. Donc, directeur technique chez un assureur, c'est, on va dire, l'équivalent du patron de l'ingénierie dans un constructeur automobile. Et puis, à ma gauche, Édouard Vieillefond, qui est le DG de CCR, la Caisse centrale de réassurance, donc un réassureur, un assureur d'assureurs. Donc toi, tu as commencé dans l'administration, tu as notamment été secrétaire général adjoint de l'autorité des marchés financiers, et puis ensuite, tu es allé du côté mutualiste, comme patron notamment de l'activité vie de l'ensemble des sociétés du groupe Covea, comme DG de la GMF et depuis 3 ans comme directeur général de CCR. Donc, un superbe panel qui couvre à peu près tout le spectre dont on puisse rêver, un réassureur public, de la banque assurance mutualiste et puis de l'assurance canal historique. Donc, je vais vous céder la parole. Les règles du jeu qu'évoquait Pierre, l'idée c'est qu'on se donne 3 quarts d'heure à peu près. Schéma assez simple, une question et puis chacun répond. Et on se garde à la fin un quart d'heure à peu près de questions-réponses avant d'aller vers le cocktail. Si ça vous va, première question. Première question sur les questions d'assurabilité, et je vais être un petit peu provoque. On est à Paris. Autour de nous, il y a plein d'immeubles haussmanniens qui ont, pour certains, des canalisations vétustes, où la proba de sinistre dans l'année, c'est à peu près égal à 1. Et donc, quand on le sait, et parfois on a les moyens de le savoir, ça veut dire que, par construction, ce n'est pas assurable. Autrement dit, un bon vieux petit dégât des eaux, ça pose déjà des questions d'assurabilité. Donc, ma question est la suivante. Finalement, quand on parle de problèmes d'assurabilité, quand on parle d'inassurabilité, y a-t-il vraiment une spécificité climatique actuelle? Édouard, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Merci Sylvestre et bonsoir à toutes et tous. Alors, le principe de l'inassurabilité ou de la frontière d'inassurabilité, en fait, il n'est pas différent selon les périls, selon les risques. Et souvent, on mélange 2 concepts. Le premier concept, c'est quand on ne peut pas assurer quelque chose tout seul, quand les assureurs seuls ne peuvent pas assurer un risque, tout simplement parce qu'il n'y a pas la rentabilité normale qui est au bout du chemin. Et quand on parle, par exemple, de cette inassurabilité, de cette frontière, on utilise souvent le terme de carence, de défaillance de marché. Ça existe dans d'autres domaines que l'assurance, des carences ou des défaillances de marché, mais dans notre domaine, l'assurance, on a tendance à utiliser des mécanismes qui permettent de pallier cette difficulté. Alors ça existe pour les catastrophes naturelles, bien sûr. Ça fait des décennies, voire des siècles qu'on sait que certains périls naturels ne sont pas assurables tout seuls par le privé, en tout cas totalement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des effets d'antisélection,
parce qu'il y a des problèmes de pointe. Alors c'est connu depuis très très longtemps. Les tremblements de terre, les inondations, ça fait depuis très longtemps qu'il y avait des exclusions de garantie, bien avant, déjà avant CCR, 1946, et avant le régime CatNat de 1982. Et donc, vous pouvez en avoir dans d'autres domaines, vous pouvez en avoir dans des risques anthropiques, demain sur du cyber, vous pouvez en avoir sur du nucléaire, vous pouvez en avoir sur des risques technologiques ou autres, mais le principe est le même, c'est-à-dire que philosophiquement, il y a un moment, économiquement, ça ne passe plus. Et ça n'est pas à confondre avec une deuxième frontière d'assurabilité qui est un peu celle que tu évoques, qui est qu'à un moment, c'est plus assurable du tout. Alors tu as pris un exemple, si on a un aléa certain et une probabilité de 100% d'avoir un dommage dans l'année, évidemment que c'est pas assurable. Aujourd'hui, en matière de catastrophes naturelles, c'est beaucoup l'érosion du trait de côte qui fait penser à ça, et c'est un péril pour lequel on se dit, à partir du moment où on arrive vers 100%, ça n'est pas assurable. Mais ce qui est très important, quel que soit le péril et quelle que soit l'analyse qu'on mène, c'est de savoir, de se rappeler qu'entre la première frontière d'inassurabilité, c'est-à-dire là où les assureurs ne peuvent pas faire tout seuls, et la deuxième frontière où là il faut abandonner parce que c'est plus rentable du tout socialement, il y a une zone entre la rentabilité économique et la rentabilité sociale où les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose, alors par de la subvention, par de la garantie. Dans notre système, c'est par de la garantie parce que c'est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, c'est très efficace pour tout le monde, parce qu'une garantie sur des risques aussi importants, aussi forts, évidemment, elle est tarifée cher et elle permet de ramener de l'argent à l'État plutôt que d'en perdre à chaque fois qu'il y a un sinistre. Mais le principe est celui-là. Donc très attention à ne pas confondre les deux limites, les deux frontières. La frontière économique, et là il est naturel que les assureurs ne souhaitent pas y aller tout seuls, et la deuxième frontière qui est une frontière d'inassurabilité totale pour laquelle il n'y a pas de rentabilité sociale du tout. Et entre les deux, c'est quoi cette zone ? C'est une zone, moi, que j'appelle de rentabilité sociale ou rentabilité socio-économique, où la garantie, le soutien, permet de solvabiliser. Et un exemple, évidemment, qui est connu, c'est l'origine CatNat de CCR. Alors, CCR ne fait pas que des catastrophes naturelles. Il y a aussi du nucléaire, il y a aussi du terrorisme, il y a aussi de temps en temps des garanties financières, etc. Mais à chaque fois, le principe est le même. Donc voilà, pour introduire, pour répondre à ta question, il y a des principes qui sont intangibles, qui sont les mêmes. Évidemment, péril par péril, l'analyse est différente. Les marchés sous-jacents sont différents. Les marchés d'assurance primaire sur lesquels nous nous pluguons, en quelque sorte, sont différents. Mais à chaque fois, le principe est le même. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si on regarde du côté CCR, je m'arrêterai là pour cette réponse un peu introductive, nous, on surveille, tu as cité la grêle, une quinzaine de périls aujourd'hui. Une quinzaine de périls qui sont dehors, qui n'ont pas franchi cette frontière, mais dont certains se rapprochent. Alors j'en cite juste un, c'est la grêle. Comme vous savez, les CatNat, c'est l'inondation, les tremblements de terre, la sécheresse au sens retrait, gonflement des argiles. Bon. Et par contre, de l'autre côté, vous avez quelque chose qui s'appelle tempête, grêle, neige, qui est uniquement sur le bilan des assureurs, parce que ça se couvre. Eh bien la grêle, doucement, on la voit bouger du côté droit, puis elle avance, elle avance. Pour l'instant, elle reste parfaitement assurable sans l'intervention de CCR. Mais si on avait un événement, par exemple l'an prochain, admettons le même que 2022 avec les 6 milliards d'euros en France, ou à peu près les montants équivalents en Italie du Nord en 2023, je peux vous dire qu'on aurait un nouveau débat immédiat entre assureurs, État, Trésor et CCR pour savoir si la grêle serait encore assurable sans soutien de l'État. Donc voilà en quelques mots, une surveillance importante, un filtre d'analyse qui n'est pas toujours facile à faire parce que ceux qui font l'analyse de la rentabilité économique des actuaires, des assureurs, ne sont pas les mêmes que ceux qui font les calculs socio-économiques. Ça rappelle plutôt des calculs socio-économiques que vous faites pour la valorisation des autoroutes, des LGV, etc., etc. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important sur cette question. Merci Édouard. Alors, ces deux frontières dont tu viens de parler, est-ce que, Nathalie, il y a des façons de les déplacer pour ouvrir le terrain de jeu et accroître le périmètre d'assurabilité ? Bonsoir à tous. Alors peut-être pour compléter, évidemment, je ne peux être qu'en ligne avec Édouard sur ce qu'il vient de dire. Moi, je voudrais juste rappeler un élément clé sur ces risques. Sont-ils assurables ou ne sont-ils pas ? C'est que pour être assurable, un risque, il faut d'abord qu'on ait un marché ouvert, un nombre d'acteurs assez large, que ce marché soit donc compétitif avec une sélection des risques et une segmentation des tarifs. Et puis j'ajouterais que pour que ce soit vraiment assurable, il faut aussi que chacun, l'assuré comme les pouvoirs publics, fasse son travail de prévention.
Alors, une fois ceci posé, c'est vraiment le sujet de la mutualisation. Il faut qu'elle soit très large, il faut qu'elle soit très large géographiquement, il faut qu'elle soit très large sur tous les types d'assurés. Moi, je pense que le risque climatique, ce n'est pas un risque comme un autre, et encore moins aujourd'hui peut-être que par le passé. C'est d'abord et avant tout un enjeu national de résilience générale. Et d'ailleurs, je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui s'en sont largement, je dirais, je n'ai pas trouvé mon mot. Saisie. Merci. Tu vois qu'on est complémentaires. Le premier élément, je pense que pour le caractériser, c'est que jusqu'à une période récente, je trouve que justement, il n'y avait pas une prise de conscience très forte autour de ce risque climatique. Alors, ça n'est plus le cas, tu l'as rappelé. Les records qu'on vient de vivre sur les 3 dernières années ont clairement, je pense, fait progresser très fortement la prise de conscience, à la fois chez les assurés, bien évidemment chez les pouvoirs publics, et tout autant chez les assureurs et les réassureurs. Je pense que cette prise de conscience, elle est clé pour que nous puissions garantir de manière durable une assurabilité du risque climatique. Parce qu'il faut que chacun puisse faire sa part, si je puis dire, dans l'ensemble des solutions qu'il va falloir mettre en œuvre pour que ce risque, qui peut être extrême, eh bien, soit encore assurable pour le plus grand nombre, hein, parce que c'est bien ça dont on parle. Je dirais que l'élément positif de tout ça, c'est donc la prise de conscience, mais je ne suis pas sûre, néanmoins, et c'est pour ça que tu parles de la frontière à l'intérieur des contrats, je ne suis pas sûre que, pour autant, malgré les chiffres astronomiques qu'on a évoqués, hein, 6,5 milliards sur la grêle, par exemple, de 2022, et puis les sécheresses qu'on a bien rappelées, je ne suis pas sûre que, pour autant, les assurés comprennent la part qu'ils doivent consacrer à ce risque pour s'assurer, et surtout la part que ça représente à l'intérieur de leur prime d'assurance plus générale. Donc mon opinion, ma conviction, c'est que ces risques étant en train d'atteindre un palier qui devient quand même relativement difficile à gérer, il va falloir clairement que, assurés comme assureurs, on prenne en compte le fait que cette part de risque dans les contrats d'assurance, habitation, mais pas que, va prendre de plus en plus de place. Et d'ailleurs, il n'a échappé à personne que la surprime CatNat, qui va donc sensiblement augmenter, et on l'a tous appelé de nos voeux, et c'est une très bonne chose, au 1er janvier 2025, va représenter une part significative des hausses tarifaires que les clients vont recevoir à échéance de leur contrat, mais ça ne sera pas la seule partie de la hausse tarifaire qu'ils vont devoir absorber, puisque globalement, les contrats connaissent une sinistralité assez dégradée avec l'inflation et avec un certain nombre de phénomènes qu'on a rappelés ici tous ensemble. Donc moi, je pense que ce risque n'est pas un risque comme les autres, c'était plutôt un enjeu national, et que l'assurabilité, elle passe par une très forte mutualisation, mais aussi une prise de conscience de tous les acteurs pour adapter les contrats demain, adapter les contrats de réassurance qui vont avec, et probablement assurer un peu plus l'essentiel et sans doute un peu moins l'accessoire, parce que tout ça, c'est quand même aussi une notion d'acceptabilité du prix par nos concitoyens. Et les arbres ne montent pas au ciel. Tout le monde s'accorde pour dire que globalement, si on fait ces projections, et les scientifiques sont là pour nous le dire, ça va être un doublement de la prime en assurance habitation. On part finalement d'une base assez faible en France, hein. On a un excellent rapport qualité-prix, donc on a de la place. Mais ça ne peut pas être la seule solution. Et donc, l'assurabilité, c'est aussi l'acceptabilité du prix, sinon on va vers la non-assurance ou une faible couverture d'assurance. D'accord. Donc faire prendre conscience du prix et corrélativement faire en sorte de conduire les gens à choisir entre la composante de luxe, si on peut dire, et la composante fondamentale nécessaire. Blaise ? Je voudrais quand même, non pas m'exprimer au nom du canal historique, mais juste partager avec vous quelques convictions et pratiques que l'on a mises en œuvre chez Generali France. La première, c'est que poser la question de l'assurabilité ou de la non-assurabilité, observons les faits.
Aujourd'hui, tout le monde peut se couvrir en France par rapport aux aléas climatiques. Donc le vrai enjeu de l'assurabilité aujourd'hui, c'est moins l'enjeu du présent que ce que certains appellent la defining decade, c'est-à-dire les 10 années qui viennent, d'ici à 2035. Est-ce qu'il y aura toujours moyen de s'assurer à un prix raisonnable? Et là, on revient quelque part aux fondamentaux du métier d'assureur. On peut assurer dès lors que le risque est borné, contenu, fini, dès lors qu'on sait poser un aléa d'un point de vue probabilistique. On sait faire en sorte que cet aléa soit relativement constant, au moins à un horizon de temps donné, et cet aléa peut se mutualiser, soit au sein d'un portefeuille, soit effectivement au niveau d'une collectivité, grâce au schéma de la CCA auquel on est tous très attachés, effectivement, et ce qui constitue d'ailleurs une spécificité française, et je tiens à le souligner aussi. Et d'autre part, et c'est aussi l'autre vertu de l'assurance, s'assurer, ça crée aussi des externalités positives, parce que ça induit également des changements de comportement, ou en tout cas, ça devrait le faire. Et donc, et on va y revenir, je pense, dans la suite de cette table ronde, le prix agit aussi comme un signal. C'est un révélateur, c'est une vérité que l'on doit. Et d'ailleurs, en tant qu'assureur, on a un devoir de conseil vis-à-vis de nos clients pour précisément non seulement les éclairer sur leurs risques, mais leur donner quelque part la théorie signal du prix auquel eux sont exposés d'un point de vue risque. Alors quand on regarde effectivement le changement climatique et on se pose la question de l'assurabilité, est-ce qu'il y a une spécificité du climatique? La réponse, malheureusement, je dirais, tombe sous le sens. Et la réponse est oui. Vous avez vu la publication de Copernicus, l'Institut européen du changement climatique, pas plus tard qu'avant-hier, plus 1,5 degré de variation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle, 2024, encore une fois un record, c'est l'année la plus chaude. Il y a encore une publication ce soir de Météo France, mais je ne l'ai pas encore lue. Vous l'avez cité en introduction, là où il y avait en moyenne 2 à 3 milliards de coûts de sinistres climatiques sur les décennies précédentes, on fait x2, on a fait x3 ponctuellement en 2022, et on s'attend à une augmentation effectivement de ces expositions-là. Donc on voit que par rapport à cet aléa qui est un invariant normalement dans le temps, eh bien la réponse est non, cet aléa lui-même se transforme. Et c'est le caractère maintenant systémique et le fait que cet aléa s'amplifie dans le temps qui crée une zone d'incertitude et donc pose la question indirectement de l'assurabilité. Mais nous, notre métier, c'est d'assurer. Ne pas assurer, c'est un échec. Donc la question pour moi est moins qu'est-ce qui n'est pas assurable que comment poser les conditions de l'assurabilité de demain. Et c'est là que, effectivement, la prévention, les partenariats publics-privés, les incitations, les modalités de financement prennent tout leur sens et c'est ça qu'on doit accompagner en tant qu'industrie et avec tous les stakeholders présents. Merci Blaise. Alors, si on se place sur l'une des deux frontières qu'évoquait Édouard et qu'on se pose justement la question de ce qui nous fait basculer, soit d'un côté, soit de l'autre. Ce que vous avez évoqué, Nathalie et Blaise, c'est la capacité, la nécessité d'avoir un marché, une segmentation, une sélection. Je disais ça, Nathalie. Blaise, le prix est un signal et il faut poser les conditions qui permettent de voir ce qui est faisable. Donc, ce qu'il y a derrière les mots que vous avez utilisés, c'est des notions de tarifs et potentiellement de sélection ou d'exclusion selon le terme qu'on utilise. Quand on commence à adresser ce type de sujet, eh bien finalement, le comportement des acteurs, c'est le résultat de deux strates. Il y a une première strate qui est technique et une autre qui est politique. La technique, c'est que peut-on faire ? Quelles sont les capacités techniques d'un acteur donné pour quantifier le risque, donc avec quelle granularité il va être capable d'aller pour être plus ou moins précis, pour identifier un risque particulièrement élevé ou pour le mixer avec ses voisins et donc le moyenner. Donc, dimension technique. Et puis une dimension politique au sens de nature politique, c'est-à-dire des choix, des arbitrages qui sont faits, qui résultent d'un ensemble de facteurs, des composantes commerciales, des composantes sociales, sociétales, etc., etc. Et ça va être en empilant ces deux strates que va se faire finalement l'output de confrontation entre l'offre des assureurs et les assurés. Donc ces dimensions-là, elles sont spécifiques à chaque acteur. Et ce qui serait sans doute intéressant d'entendre maintenant, c'est concrètement que pouvez-vous faire, que décidez-vous de faire ? Blaise, tu veux reprendre ?
Écoutez, quand on est un assureur canal historique, effectivement, on doit donner la vérité du prix. Voilà. On croit beaucoup, effectivement, à des notions de prix de marché, mais comme tu l'as souligné, Sylvestre, le prix de marché n'est pas suffisant parfois pour aller jusqu'au bout de la couverture qui est nécessaire à l'ensemble de la collectivité. Donc je raisonne, moi, d'un point de vue micro, mais il faut évidemment ajouter l'élément macro. Alors, assurer, c'est quoi? C'est fixer un prix du risque, c'est enlever l'incertitude à nos assurés pour le transformer, le porter et lui garantir cette promesse, justement, d'être présent auprès de lui quand il y a un problème. Sauf que notre démarche axiomatique classique, c'est de regarder le passé pour en déduire des invariants, des lois et envisager de prédire l'avenir. Ça, on peut le faire aujourd'hui, on le fait de mieux en mieux, heureusement. On le fait par le biais, de ce que j'appellerais la sophistication technique, ton premier pilier, et on le fait à travers de la modélisation de risques climatiques, des zoniers de plus en plus précis, on le fait à travers des études de vulnérabilité, on le fait à travers des enjeux sur les pentes, je dirais, voilà, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, comme les géomaticiens, par exemple, et on a la chance, en tout cas chez Generali, d'avoir un Climate Lab, qui fédère justement toutes ces compétences entre actuaires, data scientists et scientifiques, hydrologues, géologues, etc. Mais même ça, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir qu'on commence à sortir de cette boîte logique axiomatique de le passé prédicteur du futur pour aller sur des scénarios à côté, le what if. Et ça, je prends appui sur les scénarios du RCP, par exemple, du GIEC. On peut prendre appui sur les stress tests climatiques que mènent à la fois la Banque Centrale Européenne et la CPR, les IOPA. Je prends appui aussi sur ce qu'on a dans les modèles internes, pour ceux qui en bénéficient, au titre de Solva 2, le coût du capital à mettre en face aussi de ce type de risque, ou bien le risk adjuster qu'on a sous IFRS 17. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a plein d'outils à notre disposition. On a les moyens pour mesurer et quantifier ce risque. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que ça ne va pas toujours suffire. La mutualisation, la diversification, la réassurance, eh bien, on peut le faire au niveau de la branche, on peut le faire entre portefeuilles, on peut le faire par segment de clients, mais on est souvent contraint, quand on est assureur comme ça, capitaliste aussi, par des réseaux de distribution, des exigences de rentabilité sur le capital, parce que le capital n'est pas gratuit, on le met en jeu à chaque fois qu'on assure. Et la réassurance, on l'a vu récemment, eh bien, il y a une attrition du marché de l'assurance, parce que les réassureurs eux-mêmes sont et subissent aussi les conséquences de ce changement climatique. Donc, par exemple, les couvertures aggregate ne sont plus disponibles sur le marché aujourd'hui. C'est un trou dans la raquette, donc il faut qu'on pense ça autrement. Donc mon propos, c'est de dire que non seulement on doit s'affranchir du passé en termes d'éléments de support de la prévision pour l'avenir, mais on doit en fait non pas prédire l'avenir, mais le sécuriser. Et le sécuriser, c'est comment? C'est réduire justement, créer les garde-fous de ce risque, réduire cet espace d'incertitude par rapport aux diffusions possibles de ces trajectoires climatiques, parce qu'on ne les maîtrise pas. En tout cas, on ne les maîtrise pas in abstracto, il faut les maîtriser sur le terrain de manière concrète. Et donc, c'est pour ça que la prévention nous paraît être le levier absolument indispensable, non seulement, je dirais, de la résilience individuelle de chaque assuré, mais évidemment, pour que le micro rejoigne le macro, de la résilience collective avec l'appui des pouvoirs publics, en termes d'aménagement du territoire, en termes de normes de construction, en termes de, je dirais, presque de facilitation aussi à des sources et des moyens de financement, parce qu'on revient toujours quand même au nerf de la guerre. C'est quel est le modèle économique à poser en face de cet outil de prévention qui est un outil formidable, on en est convaincu. Merci Ben. Donc, tu nous disais, aujourd'hui, tout le monde est assuré. Demain, il faut voir et faire des what if, etc. Nathalie, qu'observe-t-on sur le marché, sur le comportement justement des acteurs? Alors, puisque Blaise fait le canal historique, moi je vais faire le canal banque-assurance. Et peut-être pour poser probablement un principe qui est le nôtre, c'est que quand on est filiale assurance d'un groupe bancaire coopératif qui est très ancré dans les territoires, qui est très acteur dans les territoires, et qu'on veut être le 5e groupe d'assurance en France, clairement l'enjeu de l'assurabilité du plus grand nombre de tous les territoires, c'est un enjeu qu'on est obligé d'adresser. Donc ça, c'est quand même vraiment notre point de vue. Je pense qu'on le partage d'ailleurs avec un certain nombre d'autres assureurs et banques assureurs, c'est clair. Alors, de ce point de vue-là, on a cette politique, en tout cas, qui est d'éviter, et je pense que c'est un enjeu pour ce risque climatique, au maximum donc la démutualisation et l'hypersegmentation. Parce que si on commence à faire ça, j'ai un peu entendu ça quand même, Blaise, dans ce que tu disais potentiellement. Non, mais je mets un peu... c'est la voie à l'exclusion.
potentiels. Pour autant, on n'est pas naïf, clairement. Et d'ailleurs, dans le rapport Langreney, si on le lit, on a bien des zones dans lesquelles, clairement, il faudra que l'ensemble des acteurs, pouvoirs publics, CCR et acteurs de l'assurance et de la réassurance, se coordonnent pour probablement organiser un retrait et en accompagnement de ceux qui ne pourront plus être assurés dans ces zones ou dans ces territoires. Clairement, c'est la seule manière de maintenir, je dirais, quelque part, la cohésion aussi autour de cette assurabilité du risque climatique. Donc ça, clairement, il faudra l'organiser. Et d'ailleurs, le fonds Barnier, dont on parle souvent, a été à l'origine, je dirais, créé pour ça. Donc, on ne pourra pas probablement maintenir le même niveau d'assurance partout, mais pour autant, il faut qu'on commence tous ensemble à piloter la présence des acteurs de l'assurance dans toutes ces zones géographiques pour que justement cette présence soit, je dirais, en tout cas organisée dans le temps. C'est bien l'idée de se projeter aujourd'hui et de plus regarder le passé. Ça, on est parfaitement à l'aise avec ça et d'accord. Et ça, c'est bien l'enjeu du maintien d'une assurabilité la plus large possible, le plus longtemps possible. Mais pour ça, il faut être organisé. Et moi, je trouve que 2025 sera charnière de ce point de vue-là, puisque missionnée par l'État, la CCR va produire un rapport qui va clairement cartographier la présence de l'assurance dans tous les territoires et selon un certain nombre de périls autour des catastrophes naturelles. Donc on aura un instrument ou un outil de pilotage et après à nous d'inventer les solutions pour, comme le dit Blaise, trouver la façon d'organiser le chemin autour de cet accroissement des périls. Merci Nathalie. Donc on sent une demande implicite peut-être de fair play des différents acteurs derrière ton vocabulaire de besoin de coordination et de pilotage de la présence. Et donc, comme tu l'as dit à la fin de ton intervention, ce besoin de coordination par les acteurs publics, il y a un acteur qui est central actuellement, c'est la CCR. Oui, alors avant d'entrer sur ce pilotage, je relève quelques points qui sont extrêmement intéressants et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écarts entre nous. Mais quand il y a des écarts, on voit bien que c'est beaucoup sur le rôle du marché, la rentabilité, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en France en réalité comme système? Ce n'est pas un système public, ce n'est pas un système privé, c'est un système qui est entre les deux. C'est un partenariat public-privé dans lequel il y a des composantes extrêmement publiques. Alors par exemple, les franchises sont fixées par voie réglementaire. La fameuse surprime CatNat est fixée par voie réglementaire. Il y a de la réglementation qui est dans la loi, qui encadre CCR. Et dans le même temps, il y a toute une partie qui est extrêmement privée et concurrentielle dans le système CatNat, dans le régime CatNat. Et notamment, contrairement au système espagnol, moi j'aime bien me comparer aux Espagnols parce qu'il y a une vraie différence fondamentale, c'est que on dépend les uns des autres. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a 4 tranches. Il y a les assurés qui payent leurs primes, qui ont une franchise, etc. Les assureurs qui font leur travail d'assureur. Il faut bien dire que sans assurance primaire, classique, normale, la CCR, le régime n'existe pas. Et d'ailleurs, si on a un système comme le nôtre en France, c'est bien parce qu'il y avait une présence très forte de l'assurance multirisque, habitation et dans une certaine mesure professionnelle en France. Si vous voyez les difficultés dans d'autres pays à le faire, en Italie ou autre, c'est que ça n'existe pas au départ. Donc certes, le régime et la CCR permettent de solvabiliser les assureurs, mais dans le même temps, c'est une boucle qui tourne, puisque nous, sans les assureurs primaires, on ne sait rien faire. Et on se partage les risques par un traité de réassurance, et ensuite on a la garantie de l'État qui nous permet de travailler, parce que si vraiment il y a un gros événement, on est garanti contre les événements extrêmes sur la durée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avoir un système de partenariat public-privé versus un système beaucoup plus public, et l'Espagne a un système beaucoup plus public avec la CCS, vous en avez entendu parler à l'occasion du drame de Valence. La différence, c'est que ce n'est pas un PPP par tranche horizontale, dans lequel les uns interviennent au-dessus des autres, dans lequel on répartit les coûts, les risques. C'est un système d'assurance et de réassurance, ce n'est pas un système de répartition ou de distribution. Et c'est pour ça qu'il marche. Il y a certes la solidarité nationale, la même surprime pour tout le monde, le même quote-part pour les assureurs, mais par contre, en revanche, il est très très clair qu'il y a une responsabilité en face, une responsabilité très forte. En Espagne, c'est vertical. La CCS, elle prend les périls inassurables,
Et typiquement, chez eux, c'est un peu différent. Ils prennent les feux de forêt et pas le RGA, mais sinon, c'est la même chose. Inondations, tremblements de terre. Et par contre, les assureurs prennent les autres périls, type tempête, grêle, neige pour nous. Donc, eux, c'est vertical. Nous, c'est horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on essaie de trouver le meilleur des deux systèmes. Si on va trop vers un système privé, on risque d'aller vers une socialisation des pertes et une privatisation des gains. Et dans le même temps, si on va trop dans le secteur public et qu'on fait que du public, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, d'abord, la Commission européenne va râler parce qu'elle souhaite que nous restions optionnels, elle souhaite que nous restions en concurrence. Il y a des réassureurs privés qui nous taillent des croupières, et c'est bien normal sur certains périls, et notamment l'inondation, puisque nous ne sommes pas en monopole, contrairement aux Espagnols. Mais ça permet aussi et surtout de renforcer ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de garder le signal prix. C'est-à-dire, effectivement, la CCR, elle joue à travers son traité un rôle de signal prix au-dessus du signal prix qui est déjà donné par les assureurs. Et quand c'est beaucoup plus tendu, parce que c'est plus dur, parce qu'il faut payer plus cher, parce que les réassureurs privés ne sont plus là, le tarif évolue en fonction. Mais en tout cas, le système, à partir du moment où on a franchi cette première limite d'inassurabilité, de toute façon, le système est là pour réguler, notamment à travers le traité de réassurance. Alors ça, c'est le premier point. Mais il faut, avant de parler de l'observatoire et du pilotage, il faut dire qu'on ne peut piloter que parce qu'on a ce système dans lequel il y a deux choses qui se soutiennent mutuellement. C'est vraiment une solvabilisation, mais un rôle important au secteur privé. Et surtout, il faut tomber ni dans un extrême, ni dans l'autre. Par exemple, nous avons eu un certain nombre de propositions ou de projets de loi. Sur certains, nous avons été assez critiques, non pas parce que les mesures étaient toutes mauvaises, certaines étaient très bonnes, mais dans beaucoup de cas, ça n'était tout simplement pas financé. Alors comment on pilote tout ça ? Ça s'appelle l'Observatoire de l'assurabilité, qui vient un peu compléter, je dirais, le package que nous avons reçu après la mission Langrenay. C'est la dernière, d'ailleurs, mesure qui a pu être prise par le précédent gouvernement. Donc quand je dis le précédent gouvernement, c'est le précédent gouvernement par rapport à celui-là qui va être bientôt le précédent gouvernement. Et nous avons reçu donc une commande qui est tout simplement de mettre cet observatoire pour faire quoi ? Pour croiser la carte des risques, des aléas, en disant là où c'est très tendu, là où c'est rouge, rouge foncé, violet, et de croiser là où, comme par hasard, les assureurs sont moins présents. Alors première remarque, évidemment on fait un observatoire de l'assurabilité fondé sur des données qui sont fournies par les assureurs en tant que réassureur. Donc ces données sont totalement confidentielles. Donc ce qu'on fera, c'est quelque chose d'anonyme. C'est-à-dire qu'on dira il y a des zones en tension à une certaine granularité. Là, c'est rouge parce qu'on remarque que c'est rouge, tout simplement parce qu'il y a trop de concentration, trop peu d'assureurs privés. Mais évidemment, on va trouver une maille, une granularité qui surtout ne permet pas de deviner qui c'est. Et quand on aura fait ça, ça permettra au pouvoir public d'en tirer les conséquences. Alors nous, on a déjà joué notre rôle au-delà de cet observatoire à travers un certain nombre d'instruments. On a changé notre schéma de réassurance à la façon dont on réassure nos cédantes, les assureurs. Typiquement, aujourd'hui, il y a une partie de la commission qu'on réalloue aux assureurs, nos clients, en fonction de leur présence, et en tout cas pour qu'ils ne se désengagent pas. Et ça fait partie des instruments qu'on utilise. Ceci étant dit, quand on sortira cette première version du rapport CCR, donc de ce rapport de l'observatoire, quelque part au premier semestre de l'an prochain, et probablement plutôt à la fin qu'au début, c'est très clair qu'il faudra préparer le débat en amont, puisque tout le monde va se poser la question de quelles conséquences on en tire. Et c'est là qu'on a déjà évoqué un certain nombre de sujets. On a parlé de la prévention, on a parlé de l'adaptation. Je ne rentre pas sur cette question dans le détail, mais il est très très clair que la préparation des suites sera extrêmement importante, à la fois pour choisir les endroits qui sont ultra majoritaires où on reste, et il faut que la prévention classique type fonds Barnier continue de fonctionner. Plus il y a de périls, plus il faut une prévention qui accompagne l'assurance, qui va ne pas avoir de réassurance publique, parce que les seuils d'attachement de la réassurance publique vont monter. Et dans le même temps, comme l'a dit Nathalie, moi je le dis sous une forme un peu différente, mais c'est la même chose, pour rester presque partout, on ne peut pas rester partout. C'est-à-dire que pour faire en sorte que les zones restent constructibles, habitables et assurables, et là on va un petit peu, nous, CCR, au-delà du rapport Langrenay, il faut choisir courageusement les rares zones. C'est le trait de côte, c'est certaines zones montagneuses, c'est certaines zones très inondables. Il va falloir, dans les années qui viennent, avec une prévision à 20 ans, à 50 ans, choisir courageusement les zones dans lesquelles on ne peut pas rester. Et ça, conclusion de mon propos sur cette question, ça veut dire qu'il faut une vraie cartographie étatique, réglementaire et opposable. C'est-à-dire que quand la cartographie des risques arrive, il faut que la cartographie des solutions publiques et privées arrive en même temps, sinon le signal qui sera donné pourrait être évidemment contraire. Merci. Et on retombe sur les sujets de conscientisation que Nathalie évoquait au début. Alors, je voudrais
tirer un fil en revenant un petit peu sur ce que tu disais, Édouard, au début de cette réponse. Donc, tu évoquais la dimension horizontale par opposition à verticale de l'articulation entre CCR et les assureurs, en décrivant CCR comme un partenariat public-privé. Alors, il y a d'autres domaines où on pourrait se poser la question du partenariat public-privé. Et cet autre domaine, c'est notamment celui de la prévention. Nathalie, au début, tu disais que pour que les choses soient assurables, il faut que chacun, assuré et pouvoir public, fasse son travail de prévention. Blaise, c'est également un point que tu avais souligné. Prévention, levier indispensable, là encore en mettant un certain nombre d'acteurs autour de la table. Alors, je vous propose pour cette dernière question, avant de laisser la parole à la salle, qu'on s'intéresse justement au sujet de prévention, avec un sujet, un problème, quand on veut déployer de telles mesures, qui est qu'une mesure de prévention coûte plus cher qu'une surprime. Et donc, ni l'assureur ni l'assuré n'ont spontanément intérêt, si on se place au niveau d'un risque individuel, à effectuer les dépenses de financement associées. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est à quel niveau faut-il faire de la prévention, puisque chacun présente comme étant un élément absolument essentiel, et quel doit être le rôle des assureurs dans ce domaine. Nathalie ? Vaste sujet. Alors, peut-être qu'il faut rappeler que, précisément, quand on parlait d'assurabilité, quand même le prérequis, le plus naturel à l'assurabilité, c'est la prévention. Le deuxième élément, c'est sans doute aussi qu'en matière de signal-prix, précisément, ceux qui font l'effort de prévention, on peut aussi leur donner un signal-prix, mais cette fois-ci positif. Et puis, dans tout ça, qui doit faire quoi ? Alors, évidemment, on a tous toujours la même logique, c'est de se dire que l'État doit faire de la prévention, surtout sur ces risques, on va dire climatiques, qui sont souvent liés à des sujets d'infrastructure et avec des coûts assez structurellement monstrueux. Mais en réalité, non. Je pense que chacun peut faire quelque chose, y compris l'assuré particulier. On peut très bien mettre des bâtards d'eau pour éviter d'accroître les coûts d'un sinistre suite à inondation. On fait déjà beaucoup de choses dans ce domaine de la prévention, nous les assureurs, auprès des assurés, et ça fera partie demain, cette résilience climatique, finalement, de l'ensemble de ce que nous pourrons faire pour accompagner nos assurés vers, je dirais, une adaptation, finalement, face à ces enjeux climatiques. Mais pour autant, clairement, les assureurs ne pourront pas tout faire. Il faut que ce soit l'ensemble de l'écosystème qui se mette en mouvement pour qu'on ait réellement un effet sur la mitigation des risques, puisque c'est bien ce qu'on est en train de dire. Et encore une fois, la prévention, ça sera aussi, peut-être, encore une fois, on l'a dit, dans certaines zones, tout simplement de demander aux gens de bouger de cette zone géographique qui n'est plus assurable. Ça fait aussi partie de la prévention et de l'adaptation. Ce que tu dis en termes d'écosystème et de besoin de mobilisation d'ensemble des acteurs, c'est d'ailleurs, et on s'était dit, ce qu'on a pu observer en matière de risque automobile, où les constructeurs ont développé des airbags, des aides à la conduite. L'État a mis en place des règles et les a fait respecter sur les limitations de vitesse et la ceinture de sécurité. Les assureurs ont fait des communications sur la conduite en soirée, post-soirée, avec de l'alcool. Et ça a porté ses fruits. Et en tout cas, ça a fonctionné. On pourrait aussi citer Initiative Sécheresse, qui est un très très bon exemple justement sur la résilience du bâti face au RGA. Tout l'écosystème là est en train de se mobiliser autour de la recherche, autour de solutions pour essayer de trouver des solutions moins coûteuses et plus pérennes face au retrait-gonflement des argiles pour les maisons individuelles. Donc quand on a envie de se mobiliser très largement, je crois qu'on peut le faire, et là on va être obligé de le faire. Blaise, tu rejoins cette... Je rejoins complètement, d'autant que plus on sera nombreux à tenir ce discours, à alimenter, je dirais, nos assurés, nos clients, le grand public, les pouvoirs publics avec ce genre de messages, plus on alimentera justement le désir, la volonté, le besoin finalement d'y aller.
Et c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, moi, je me suis rendu compte de la multitude d'acteurs finalement qui travaillent déjà sur ces sujets. Il y a un écosystème qui ne demande qu'à être mieux organisé sans doute, mais clairement les bases sont là. Et moi je suis extrêmement optimiste parce que la prévention comme condition de l'assurabilité de demain, certainement. En attendant, on a un devoir de conseil et aujourd'hui, c'est une source d'innovation absolument majeure pour notre secteur d'activité. Et ça doit nous rendre tous, je crois, à la fois très humbles, mais en même temps très volontaires et optimistes. Donc on a envie d'y aller, on va y aller. Donc la question, c'est maintenant comment on structure cette prévention. On la voit, nous, à 3 niveaux. Il y a d'abord un niveau qui est la culture générale, je dirais, des risques, pour lequel chacun peut faire un effort. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on finance la Chaire Paris au niveau de Generali. On le fait, nous, en termes d'accompagnement du grand public, par les monographies que l'on publie tous les ans, et régulièrement d'ailleurs aussi sur notre page LinkedIn du Generali Climate Lab. C'est accessible. On le fait également par la prise de conscience de nos expositions individuelles à travers un outil qui s'appelle Ensemble face aux risques. C'est un logiciel gratuit, une plateforme gratuite qui vous donne un audit de votre exposition, de votre vulnérabilité climatique et d'autres risques par ailleurs, ce qui permet peut-être, avant d'acheter une maison, de se rendre compte si on est sur une zone inondable, voilà, où il y a eu des événements dans le passé, et on vous donne un aperçu de votre exposition au risque. Ça permet l'awareness, ça permet la diffusion de la culture. Du diagnostic ensuite, il faut passer à l'action. Et ça, c'est, je pense, l'enjeu qu'on n'a pas encore totalement craqué, c'est les financements. C'est comment, dans cet écosystème qui est en train de s'organiser, à travers notamment les collectivités territoriales, l'accès du Fonds Barnier se fait via les collectivités territoriales, au plus près, je dirais, de la réalité du terrain, là où ça se passe. Et c'est pour ça que nous, on fait la démarche, je dirais, d'actionner nos réseaux de distribution pour apporter ce conseil et cette facilitation à l'accès au Fonds Barnier, notamment, pour mettre en œuvre les mesures de prévention. Effectivement, ce n'est pas sur une variation de 10, 20 ou même 50% sur une prime MRH que voilà, on va faire la différence de financement par rapport à des coûts de financement qui s'élèvent entre 10 et 20 000 euros. Donc l'enjeu, il est bien là. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner, c'est de passer de la prévention individuelle, des mesures individuelles, à la résilience collective. Et c'est là où l'ensemble de la chaîne de cet écosystème, des acteurs, des particuliers, des privés, des acteurs privés comme nous, comme de l'écosystème privé aussi, qui sont missionnés par les collectivités territoriales pour faciliter ces plans de remédiation et de prévention, eh bien, il faut que ça aille jusqu'à des enjeux de normes. Et je crois qu'Édouard l'a évoqué au début. Il y a des marchés, par exemple la Suisse, où la norme sur la grêle est très stricte, par exemple, en termes de normes de construction. On peut s'en inspirer en France. Il y a en tout cas une plus grande association à avoir entre la Fédération des assureurs sans doute et la Fédération du bâtiment demain. Vous l'avez évoqué aussi, Nathalie, il y a plein d'initiatives qui sont portées, l'initiative sécheresse, il y a Mirapi également sur l'inondation. L'enjeu qui va être le nôtre demain, c'est de récupérer de la donnée. Voilà. Il faut qu'on puisse récupérer de la donnée sur la mise en œuvre de ces actions de prévention, qu'on puisse partager cette donnée, et peut-être d'ailleurs que la CCR ou d'autres pourraient être de tiers de confiance pour collecter cette donnée et la mettre à disposition du plus grand nombre, pour que l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs puissent continuer à alimenter ces réflexions et, je dirais, cibler les actions qu'il faut pour mieux préparer l'avenir, tout simplement. Merci. Juste avant de passer la parole à Édouard, vous êtes 2 à avoir mentionné l'initiative sécheresse. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que cela recouvre. La sécheresse, fondamentalement, le problème, c'est le sol qui joue comme une éponge, les murs qui se fissurent. Donc, actuellement, la solution, si on veut réparer dans une certaine mesure et prévenir d'autres dommages, c'est de renforcer les fondations en mettant des pieux dans le sol. Et ça coûte 100 000 euros par maison. Donc, évidemment, c'est hors de prix. L'initiative sécheresse, c'est de chercher d'autres solutions, comme par exemple de récupérer l'eau de pluie, de la stocker et de faire du goutte à goutte en période de sécheresse. Et ça ouvrerait des perspectives, si c'était efficace, pour résoudre le problème à bien moindre coût. Alors maintenant, résoudre le problème à bien moindre coût, mais comme vous l'avez tous les 2 souligné, on a quand même un gros, même s'il y a une floraison d'activités qui sont entreprises, un gros bottleneck, oui, une floraison d'innovation, un goulot d'étranglement qui est la question du financement. Et là-dessus, on parlait financement, collectivité locale, etc. Donc, on se retourne vers le public. Il faut demander au canal historique. Comment ça s'articule?
Je n'ai plus d'ailleurs la même notion de canal historique que j'avais avant d'entrer dans cette salle, mais ça va changer certains de mes concepts. Alors, quelques remarques très simples. D'abord, faire de la prévention sans avoir la carte, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire savoir ce qu'on doit faire sans savoir si on doit partir, rester, faire les travaux, pas faire les travaux. C'est une remarque banale, mais aujourd'hui, nous avons ce sujet, puisque nous avons des cartographies, il y a des plans de prévention des risques, inondations, partiels. Il y en a en partie pour le RGA, mais sans vraies conséquences. Tout le territoire national n'est pas couvert. Donc déjà, ça commence par ça, premièrement. Deuxièmement, prévention-adaptation, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que la méthodologie pour faire de la prévention là où on reste, et puis la méthodologie pour partir là où on s'adapte, c'est un peu différent, avec probablement des financements de nature différente. Et ça a un petit peu commencé parce qu'aujourd'hui, le consensus qui se dégage, mais on verra à la suite du PNAC, du Programme national d'adaptation au changement climatique, c'est bien confirmé, mais de bien séparer les montants Barnier classiques pour prévenir, et puis ceux qui vont être spécifiquement dédiés à des retraits, typiquement pour l'érosion du trait de côte. Donc je pense que c'est important. Alors, d'abord, la prévention, on commence par les choses négatives, alors que ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la prévention en France qui marche très bien. On peut comparer malheureusement à l'exemple espagnol sur certains aspects, parce que tout l'argent qui a été mis dans le fonds Barnier depuis qu'il a été créé, donc on est dans les années 95, donc on a fait quelques calculs, il a servi à faire des travaux, des expropriations, des rachats, de l'aménagement du territoire, des ouvrages hydrauliques. Eh bien, le résultat, c'est que ça a bien fonctionné. Alors on a des calculs qui sont un peu sortis dans la presse, mais en gros, à chaque fois qu'on met 1 euro de fonds Barnier, ça économise 3 ou 3,5 € dans l'avenir. Donc le taux de rendement interne est excellent. Après, si on rajoute à 7 euros 1 euro qui est dépensé en ligne avec un effet de levier sur un financement local, par une collectivité locale, donc ça fait 1 euro, en réalité ça fait 2, mais là on arrive à une rentabilité, on économise 7, 8, 9, 10 euros au total. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ça a été dit tout à l'heure, pour la surprime, qui est très faible au regard du rendement qu'elle génère, du service qu'elle rend, là c'est la même chose. Aujourd'hui, l'argent public qui est injecté pour éviter des dommages, c'est très très efficace. On est très au-delà des limites de rentabilité qu'on pourrait se poser autour de 1,5 ou 2. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, si vous regardez les comptes à la fois du régime CatNat et même de CCR, vous verrez que, étonnamment, entre 2000 et 2020, et à climat 2000-2020, le coût des inondations n'a pas augmenté. Alors la sécheresse, le RGA, ça a augmenté, ça c'est clair. Mais pas les inondations, c'est un peu surprenant. Pourquoi? Parce qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, parce que ça a marché et que l'augmentation structurelle qui aurait dû avoir lieu de l'ordre d'un gros tiers n'a pas eu lieu parce que PPRI, Fonds Barnier, etc., etc. Le problème qu'on a, c'est pas sur le collectif, encore faut-il maintenir les montants et même les faire monter progressivement au même rythme que les sinistres. D'où le débat que vous avez vu dans la presse sur le fait que le Fonds Barnier, ça serait bien qu'il passe d'environ 200 millions d'euros à plus de 400 millions d'euros parce que c'est un prélèvement sur la surprime CatNat, il est là pour diminuer les sinistres. Donc déjà, il faut continuer de faire ce qu'on a fait dans le passé. Mais le vrai sujet qu'on a évoqué, notamment sur le retrait-gonflement des argiles, c'est vrai aussi sur les cyclones dans les territoires ultramarins, et c'est moins connu, c'est que la prévention individuelle ne marche pas. Et là, on arrive au problème de la théorie des incitations. Comment on fait pour pousser les gens? Alors souvent, il faut toujours un mélange de carottes et de bâtons, pour faire en sorte que, comme sur la prévention routière, parce qu'il y a eu les deux, on arrive à pousser les individus, les ménages, à prendre les mesures de prévention. Ça demande évidemment de l'information, ça demande de l'argent, donc soit c'est fiscal, soit c'est ma prime résilience qui ressemble à ma prime rénov', soit nous proposons plutôt cette solution, c'est un fonds individuel, un fonds sécheresse dédié dont nous reparlerons dans le cadre du PNAC, parce que ça sera une des premières mesures que nous demanderons en essayant de l'abonder à quelque chose comme 50 millions d'euros par an. Pourquoi? Parce que si on ne finance pas de 50 à 80% du total, ce ne sont pas les particuliers ni les assureurs qui pourront faire le bridge. Ils ne pourront pas. Si on parle d'une maison et qu'on veut la protéger contre le retrait-gonflement des argiles et qu'on dit que ça ne coûte que 10 ou 12 000 euros, ce n'est pas un assureur qui va payer 10 ou 12 000 euros, ni le particulier, sachant que pour l'assureur, la prime MRH, la prime du contrat habitation, elle est à 200, 300, 400 euros. Donc ça veut dire que c'est la même chose, vu la rentabilité sociale ou socio-économique de cet investissement public, mais probablement il faut avoir des taux de subvention très importants, peut-être jusqu'à 80%, comme c'est le cas dans le fonds Barnier également, mais il faut laisser en responsabilité, comme on dit de nos jours, 2 000 euros qui restent à la charge du particulier. Et là, pour faire le bridge qui reste, alors là, pour faire ce pont-là, on peut avoir besoin des assureurs qui, là, peuvent monter une association, comme dans la prévention routière, pour faire connaître les dispositifs et créer une petite incitation
par des économies, par des recommandations, etc., etc. Donc ça, c'est important. C'est un mélange. Pour atteindre cette rentabilité sociale globale, il faudra de toute façon des investissements importants. Le dernier point sur ce sujet qui me paraît également important, c'est qu'il me semble qu'on arrive à un point, aujourd'hui, ça a été très bien dit, on arrive à un point sur les catastrophes naturelles où c'est tellement exponentiel que ça se voit. C'est l'image que tu donnais au début sur le volcan sous l'eau. Là, on voit que ça change un peu le paradigme, même si les principes de calcul, en réalité, les principes économiques sont les mêmes. Aujourd'hui, je pense que le secteur privé, et je ne parle pas seulement des assureurs comme investisseurs institutionnels, le secteur privé peut commencer à trouver de la rentabilité en investissant dans la prévention et l'adaptation. Aujourd'hui, il y a un marché qui commence à éclore pour la prévention individuelle des maisons, les fameux bâtards d'eau, les boudins autour des maisons qui montent quand il y a de l'eau. Mais je pense que sur des histoires de stabilisation du sol, sur des simulateurs, etc., des optimisations, c'est vrai dans l'agricole. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à l'aune d'une période où l'argent privé va pouvoir commencer à arriver pour compléter l'argent public. Notamment les collectivités locales vont en avoir de plus en plus besoin puisque ce sont elles qui sont responsables maintenant du maintien en l'état des ouvrages hydrauliques depuis la loi GEMAPI. Et donc c'est pour ça que nous, CCR, on a lancé très récemment, c'était dans la presse il y a une dizaine de jours, un fonds qui s'appelle CCRF. Alors ça veut dire CCR, ça veut dire Climate Change Resilience Fund aussi. Tout simplement, on n'investit pas, oui, c'est un hasard total. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un investissement dans la décarbonation, l'atténuation. C'est le premier fonds que vous avez en France pour dire non, on veut mettre de l'argent uniquement pour des gens qui font des travaux de prévention-adaptation. Donc, par exemple, qui vont trouver des solutions pour que les maisons individuelles, parce que le vrai sujet, c'est la maison individuelle, ne soient ni inondées, ni détruites lorsqu'elle est située sur de l'argile. Donc voilà, il faut faire tout ça de façon globale, mais c'est toujours une histoire de coopération publique-privée en ayant bien conscience que la part publique sera forcément importante parce que la rentabilité sociale, encore une fois, est très éloignée de la rentabilité économique. Merci beaucoup, Édouard. Sur ces mots, je vous propose de passer la parole à la salle et donc que l'on prenne quelques questions dans les instants qui nous restent. Merci de lever la main. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Pierre qui souhaite poser une question. Il a le droit. Ah. Oui, bonjour. Moi, je suis risque manager de la ville de Villejuif et je suis certifié par l'AMRE. Et je travaille sur les problématiques de la prévention des catastrophes naturelles. Ce qu'on constate au niveau des collectivités, c'est qu'il y a une désolidarisation des assureurs à prendre en charge nos risques, malgré une mise en place des politiques de prévention dans le cadre à pouvoir identifier notre patrimoine et pour les placer, et c'est très difficile. Donc, les assureurs ne prennent plus nos risques, que ce soit dans la garantie dommages aux biens. On a des difficultés à trouver des assureurs à pouvoir les prendre en charge. Malgré les risques, par exemple, d'inondation, les affaissements de terre, tout ça, on ne parvient plus à... Et ma question est que cette notion d'assurabilité me pose question dans la mesure où si les collectivités territoriales mettre en place des moyens de prévention avec les conseils des assureurs, en prenant en compte au niveau des directions métiers cette conscience, pourquoi les assureurs actuellement ne viennent pas couvrir nos risques? Merci. Je vous propose peut-être qu'on prenne 2-3 questions d'affilée et puis ensuite, comme ça, on répondra à l'ensemble des questions. Oui, sur un plan complètement différent, je serais intéressé à avoir vos avis sur des traits comportementaux, même psychologiques, qui peuvent conduire les personnes à résister à s'assurer. Je pense à 2 exemples, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est le court terme. Donc, quand on voit à la télé aux 20h un sujet sur il y a eu des inondations dans un village et que le journaliste titre « C'est du jamais vu depuis 2020 », moi, je trouve ça frappant sur l'emploi même de cette expression, sur la vision de court terme. Et donc, si les gens, à ce point, ou certaines personnes, peu de conscience et peu de compréhension de la fréquence, de l'existence du risque, ça peut
les amener à résister à s'assurer. Un autre exemple, c'est... bon, on sait que quand les gens sont adverses au risque, ils ont tendance à plus s'assurer. Peut-être qu'à un moment donné, s'ils refusent le risque, il va se passer le contraire, ils vont peut-être plus s'assurer du tout. Si je refuse le risque, je suis dans le déni, je considère que c'est à l'État de me couvrir, je ne vais pas payer de l'argent pour me couvrir. Et il y a peut-être des traits comportementaux psychologiques comme celui-ci, sur lesquels a-t-on des leviers? Une dernière question. Donc il y a Michael derrière, et après... Quand j'entends... Merci. Alors, c'est une autre question qui n'a rien à voir. Quand j'entends donc des précisions comme quoi il va y avoir des gains, c'est-à-dire que lorsqu'on investit, les collectivités locales investissent un certain montant et qu'il y a un gain important, du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'était quel est votre... Là, on parle, le sujet, c'est l'assurance dans la couverture et la prévention des catastrophes. Quel va être le relais, selon vous, de la finance dans cette prévention? Ok. Merci pour ces 3 questions. Je vous propose de prendre la première sur les collectivités locales. Alors, je reviens sur un des points qu'avait évoqué Nathalie au tout début, qui était que un des besoins pour que les choses fonctionnent bien est qu'on ait un marché avec un certain nombre d'acteurs. Il se trouve que sur les collectivités locales, actuellement, il y a 2 acteurs. Et il y a 2 acteurs pour des raisons historiques, pour des raisons réglementaires, avec un code des marchés publics qui est extrêmement contraignant et qui est sans doute un vrai frein à la fluidité d'entrée et de sortie sur le marché. Et puis, pour une autre raison, qui est qu'il y a, et ça correspond à d'autres éléments qui ont été évoqués plus tôt, notamment par Édouard, des phénomènes de cyclicité en réassurance. Il y a aussi un phénomène très fort de cyclicité sur les collectivités locales, avec des gros bouillons, on va dire, qui ont été pris au cours des dernières années, donc qui ont fait qu'il y a eu moins d'acteurs. Donc là, on est à une période où il y a un besoin, entre guillemets, que les prix remontent, que les acteurs, de nouveaux acteurs rentrent progressivement. Et effectivement, on est dans une période où il y a des difficultés pour l'ensemble de ces raisons. Après, est-ce que les choses vont évoluer d'un point de vue réglementaire? Pour fluidifier, je ne sais pas, mais sans doute, il va y avoir un mouvement de cycle qui va conduire à améliorer la situation. Pour la question de Pierre sur les comportements, je voulais proposer à Nathalie de répondre. Oui, c'est un point assez majeur ce que tu évoques. Je disais, mon sentiment qu'il y a une forte prise de conscience, mais la réalité, c'est qu'elle n'est pas aussi forte qu'on aimerait qu'elle le soit. Et pour autant, on ne peut pas dire que ces dernières années, on n'ait pas eu force, je dirais, de communication médiatique et scientifique d'ailleurs, plus globalement, mais souvent sur des événements assez frappants, dramatiques même, et surtout spectaculaires. Sauf que le climatique, ce n'est pas que du spectaculaire. La sécheresse et les fissures dans les maisons, qui est quand même un des enjeux majeurs en termes de coûts, ça, c'est extrêmement silencieux comme événement climatique. C'est clair. Donc, c'est moins perçu, déjà. Or, c'est très significatif. Le deuxième élément et donc ça, c'est quoi la solution? C'est encore plus de pédagogie. Toujours de la pédagogie à tous les instants. Les assureurs, l'État, tout le monde, en fait, les politiques au sens large, parce qu'eux aussi doivent avoir un rôle, je pense, très significatif là-dedans. Alors, avec, encore une fois, la hausse de la surprime CatNat, on est tous amenés, finalement, à faire probablement plus de communication qu'on n'en a jamais faite sur ce sujet. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faudra qu'on s'arrête là. Autrement, tu as raison. Malheureusement, l'oubli est assez rapide. Et je m'en aperçois moi-même, quand on évoque la sinistralité climatique, il faut quand même reciter les 3 dernières années avec les événements qui se sont produits. Sécheresse historique, grêle historique, tempête historique, inondation historique. Et cette année, pluviométrie historique. En voilà encore une un de dérèglement climatique silencieux
parce que ce n'est pas une catastrophe, mais ça coûte aussi beaucoup. Et le deuxième élément que tu évoques, et ça fera peut-être le lien avec le financier, c'est le déni potentiel. Bon, finalement, ça n'arrive qu'aux autres. Finalement, j'habite dans un appartement, bon, hein, donc le climatique, c'est pas mon truc. Et puis surtout, le sentiment, tu l'as dit, que l'État, finalement, fera le job, hein, puisque c'est quand même un peu l'ambiance générale dans laquelle on est pour bien des choses, et je pense, malheureusement, que pour ça aussi, c'est le cas. Donc oui, c'est clairement un des enjeux. Et puis un dernier déni, moi je pense aussi, hein, c'est qu'on évoquait justement les maisons individuelles, le fait qu'un certain nombre de ces maisons aujourd'hui ne sont probablement plus assurables, mais c'est aussi souvent l'investissement d'une vie. Et l'impact sur du climatique, il n'est pas que sur l'assurance, il est aussi sur le banquier qui a prêté pour justement faire l'acquisition de ces maisons. Enfin, donc le déni est assez rapide, hein, dès qu'on regarde un peu l'ampleur de l'impact, et c'est exactement ça qu'il faut qu'on évite, autrement on ne trouvera pas les solutions, hein, c'est clair. Merci beaucoup Nathalie. Sur les questions de financement, je vous propose que très rapidement, Édouard et Blaise se partagent la réponse. La question de la perception qu'évoquait Nathalie, le lien vers la finance, c'est évident, parce qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience suffisante, c'est là que la finance pourra participer plus à l'adaptation. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, le financement en réaction au changement climatique, je dis bien changement parce que c'est réchauffement plus très forte variabilité, hein. Même quand on ne voit pas certains effets à un moment du réchauffement, certaines variabilités dans les saisons, etc., causent autant de dégâts que le réchauffement lui-même, en tout cas à court terme. Et donc, ça veut dire que tant au niveau des financements publics que privés, il y a un moment, on sait qu'on va avoir une France à donc 4 degrés, probablement en 2100. Pourquoi ? Parce que l'hémisphère nord déjà chauffe plus que le sud et qu'en France, on n'est pas bien situé de ce point de vue-là. Donc on sait qu'on va y passer, on sait que ça va être plus dur, donc ça veut dire qu'il faut mettre une part dans l'adaptation et plus seulement la décarbonation et l'atténuation. Quand on aura dit ça, quand on l'aura posé, naturellement, une partie des financements que vous voyez, y compris des financements privés, qui vont et qui sont très importants vers la décarbonation, il faudra qu'ils aillent vers l'adaptation et vers donc de la prévention physique. Et ça, c'est une éducation, c'est un changement, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ça prend beaucoup de temps de faire des normes et que pour l'instant, on n'a pas osé sauter le pas. Juste un point sur les questions, je dirais, un peu psychologiques. On est quelques-uns à avoir fait des sondages, assureurs et assureurs, etc. La réalisation sur le réchauffement climatique par les ménages, par les particuliers, elle est immense, hein. Les gens savent. En France, tout le monde connaît quelqu'un qui a une maison fissurée, parce qu'il y en a quand même maintenant des centaines de milliers. Ça a changé en 10 ans fortement, et les gens savent qu'il y a un problème d'assurabilité potentielle, ils savent qu'il faut garder l'assurance, et quand on pose la dernière question, qu'est-ce qui se passe ? On en veut aux politiques de ne pas avoir pris les décisions. Ça ne serait jamais réveillé à 5 ans. Maintenant, je pense qu'il y a une ouverture politique pour, notamment grâce au PNAC, aller vers les bonnes solutions et avoir le courage politique, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment atteignable. Merci Edouard. Je crois que Mario Draghi l'a dit, hein, il a exprimé quels sont les besoins de financement en Europe. Il s'élève à plusieurs centaines de milliards d'euros. Là encore, on agit en tant que secteur, à la fois dans effectivement la décarbonation de nos portefeuilles. Donc on est sorti du charbon, on est sorti d'un certain nombre d'investissements dits à risque de ce point de vue-là, ou en tout cas qui ont une empreinte carbone négative. On investit aussi, il ne faut pas l'oublier, dans des fonds d'infrastructure qui permettent aussi, dans l'éolien, dans d'autres solutions de financement qui concourent à avoir une énergie décarbonée également. C'est le vecteur principal de nos investissements aujourd'hui. On investit par ailleurs dans les forêts, enfin dans tout un tas de supports d'investissement qui permettent d'avoir, là encore, une atténuation de l'empreinte carbone plus générale. De toute manière, la réglementation nous y non pas oblige, mais en tout cas nous y incite vigoureusement. On a eu les exercices évidemment en France après la COP 21. Il y a le CSRD qui va mettre là aussi un certain nombre de data en perspective et à partir desquels on va pouvoir agir et je dirais là aussi définir des plans d'action. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'assurance en tant que telle est un levier de financement. C'est un financement qui est conditionné à un aléa, à la survenance d'un aléa. Donc ce financement, il est implicite. En réalité, il est explicite dans le contrat, enfin l'engagement contractuel de l'assureur.
Donc il y a du financement visible à l'actif, il y a du financement d'industries décarbonées, tant à l'actif d'ailleurs qu'au passif. Par exemple, chez Generali, on a Generali Risque Technique pour assurer les centrales photovoltaïques. C'est quelque chose d'assez innovant, assez nouveau, et on a envie de contribuer et de pousser aussi cet essor de ce nouveau secteur d'activité. Et puis on assure à travers, je dirais, la mise à disposition quand on règle nos sinistres auprès de nos assurés. C'est un financement. Et le financement de l'innovation. Et le financement de l'innovation, tout à fait. Solution. Eh bien, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Blaise et Édouard. Merci à tous. Les meilleures choses ont une fin. Je pense que vous avez faim. Donc, je vous propose qu'on descende dans le rez-de-chaussée, c'est ça, et ensuite c'est juste à droite, dans le petit hall.